C'est Hugues Auvray qui vient de Paris-Orsay, qui va nous parler aujourd'hui des noyaux de Bergman sur les surfaces de Riemann épointées. Merci beaucoup, Julien. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Et donc voilà, je vais parler d'un résultat qu'on a en commun avec Sean Anma de Paris 7 et Georges Marinescu qui est à Cologne. On a déjà 2 papiers dessus, un qui a été publié, que vous voyez dans les références, et un autre qui est encore à l'état de prépublication. Donc voilà pour les références. Alors, un tour d'horizon rapide. Donc, comme le titre le suggère, il y a 2 aspects principaux à cet exposé, les noyaux de Bergman et les surfaces de Riemann épointées. Donc, je vais faire un tour d'horizon, un rapide rappel sur les noyaux de Bergman, ce qui était connu dans le cas des variétés complètes, parce que on sait dire beaucoup, c'est des objets qu'on utilise beaucoup dans le cas compact, mais on sait aussi dire des choses pour les variétés complètes non compactes sur ces noyaux de Bergman. Ensuite, je me mettrai dans la situation géométrique des surfaces de Riemann épointées, qui sont un peu ce qu'il y a de plus simple comme surface comme variété keylérienne complète non compacte. Et donc je vous décrirai notamment nos résultats et j'essaierai à la fin de donner quelques éléments de preuve. Voilà. Donc, noyau de Bergman sur les variétés complètes. Le cadre est le suivant. On se donne un fibré en droite holomorphe sur une variété keylérienne complète. Donc, les notations sont classiques. L pour le fibré en droite, H pour sa métrique hermitienne et X pour la variété pour la base. Et on suppose de plus que la métrique hermitienne polarise la métrique de base, la métrique keylérienne, ce qui signifie que la métrique keylérienne peut se comprendre comme la courbure de la métrique hermitienne du fibré. Voilà on pourrait décrire un cadre un peu plus général que ça, mais là, je fixe les choses comme ceci, ce qui permet un peu de simplifier la présentation. Voilà. Donc, partant de ceci, les géomètres complexes, ce qui peut les intéresser pour comprendre d'une certaine manière le fibré en droite holomorphe, L, hermitien en l'occurrence. Ce qui peut les intéresser, c'est les sections qui vivent sur ce fibré, enfin dans ce fibré ou dans les puissances de ce fibré, parce que c'est fréquent qu'un fibré comme ceci n'ait pas de section, mais qu'élevé à une puissance suffisamment élevée, là il y ait des sections, pour peu qu'on regarde dans un espace suffisamment grand, typiquement l'espace des sections L2. Donc c'est ce que j'ai noté ici avec H02. Donc vous prenez les sections qui sont de la PM puissance de votre fibré, qui sont L2. Donc sur les fibres, vous intégrez avec la PM puissance de la métrique hermitienne, enfin vous mesurez avec la métrique PM puissance de la métrique hermitienne. Et ensuite sur la base, vous intégrez avec la forme volume donnée par la métrique qui est en bas. Voilà. Donc vous avez ces sections L2 et vous vous intéressez, quand vous êtes un géomètre complexe, à celles qui sont holomorphes, donc qui vérifient l'équation, pas bien surligné ici, d bar sigma égale 0. Voilà, ce qui en général est une équation assez exigeante, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les petites puissances du fibré, il peut ne pas y avoir du tout de section holomorphe, mais si on va chercher un peu plus loin, en général, les sections ont tendance à apparaître de cette manière. Tant et si bien que lorsque la base n'est pas compacte, ici, vous pouvez avoir un espace qui est de dimension infinie. Il peut être de dimension finie, dimension infinie, il n'y a pas de critère général, enfin, il en existe, mais là, à cet état de généralité, on ne peut pas prédire. Si par exemple, vous avez un ouvert dans Cn avec un fibré de polarisation, en général, son espace de fibré ne sera pas, son espace de section holomorphe ne sera pas dimension finie. Bon, par contre, si X est compact, là, c'est un théorème qui dit qu'on a systématiquement un espace de dimension finie. Voilà. Et une manière d'attraper, enfin de mettre le doigt un peu plus précisément sur ces espaces de Hilbert, donc ces espaces de section holomorphe L2, c'est de constituer
de regarder le noyau de Schwarz de la projection des sections infinies sur les sections holomorphes, pardon, les sections L2 sur les sections holomorphes, qu'on peut écrire explicitement de cette manière, si on se donne une base orthonormée de l'espace de Hilbert. Hein, donc ça, c'est tout à fait classique. L'indépendance par rapport à la base choisie, c'est un exercice facile également. Et donc, comme si on a des objets pour chacune des puissances que je note ici, les puissances du fibré, on a ce qui s'appelle un noyau de Bergman, qui est intrinsèquement lié à notre fibré en droite et à la variété de base, et qui peut se décrire de cette manière. Donc là, c'est un objet en deux variables. Hein. J'ai dédoublé les variables de la base. X et Y ici, chacun représente un point de X, de grand X. Et ce qu'on peut faire pour encore simplifier un peu le point de vue, c'est regarder ce qui se passe sur la diagonale. Et du coup, le produit tensoriel ici devient essentiellement un scalaire. Ainsi, on regarde ce qui s'appelle la fonction de densité, donc qui est la version en une variable du noyau de Bergman, qui s'écrit comme ceci, comme une somme de nombres positifs. Donc on a une fonction qui est positive sur toute la variété et dont la stricte positivité est intéressante, puisque chaque fois qu'en un point on est strictement positif, ça veut dire qu'on sait qu'il existe une section qui ne s'annule pas en ce point, ce qui peut être très intéressant aussi à nouveau pour les géomètres complexes. J'aurai l'occasion peut-être de reparler un peu de ces points-là. Voilà. Et avant de passer à la suite, je vous ai écrit aussi ici une manière alternative de décrire cette fonction de densité, qui, en écho à cette remarque sur les fonctions qui ne s'annulent pas en un point, puisque la valeur de la fonction de densité en x peut être réalisée comme le sup des normes ponctuelles au carré des sections en ce point, des sections normalisées en ce point. Vous divisez votre section par sa norme L2, vous regardez sa valeur en x et vous prenez la plus grande valeur ainsi atteinte. Ça vous donne exactement la valeur de votre fonction de densité. Voilà, donc tout ça marche bien parce qu'on travaille sur des fibrés en droite. Cette formule on aurait juste une inégalité dans le cas de fibrés vectoriels holomorphes en général. Là, dans le cas des fibrés en droite, on a précisément une égalité. Voilà. Donc, dans ce cadre, qu'est-ce qu'on peut dire sur nos noyaux de Bergman? Parce que, comme laissé entendre le début de la présentation, on a envie de faire tendre un peu P vers l'infini et de voir comment les choses se passent. Qu'est-ce qu'on peut dire asymptotiquement sur les noyaux de Bergman, ou en tout cas sur les fonctions de densité BP? Eh bien, si on fait une petite hypothèse géométrique qui n'est pas trop méchante, qui demande à ce que la courbure de Ricci de la métrique sur la base ne soit pas trop négative, soit uniformément minorée par une constante fois la métrique de base, alors on va pouvoir donner un développement asymptotique de BP en puissance de P, puissance négative essentiellement de P, dont les coefficients vont être des fonctions définies sur toute la variété. Donc là, je l'ai dit rapidement, je vais préciser tout ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est normaliser la fonction BP par P puissance moins n, où n est la dimension de votre variété. Et alors, vous avez ce développement, je peux du tout surligner. Vous avez ce développement, donc là, il est tronqué à la puissance k, mais pour k, vous pouvez choisir arbitrairement grand. Donc, vous avez le développement en puissance négative de P de la fonction de densité BP normalisée par P puissance moins n. Et ce développement s'entendant au sens où la norme jusqu'à l'ordre m, avec m ici aussi arbitraire, de ce développement est plus petite que la puissance suivante, une puissance négative suivante de P. Et ceci vaut pour tout compact sur votre variété. Donc voilà, vous pouvez
approcher en gros à l'ordre que vous voulez votre noyau de Bergman par une somme, le noyau de Bergman normalisé, par une somme de puissance négative de P, dont les coefficients sont des fonctions qui sont définies, elles, a priori, enfin, qui sont définies sur toute la variété, qui ne dépendent pas du compact où vous travaillez pour faire votre approximation. Et ce qui est intéressant encore pour le géomètre ici, c'est que ces coefficients peuvent se calculer plus ou moins explicitement. En tout cas, les deux premiers sont très explicites, puisqu'on aura exactement que le coefficient dominant B0, c'est la énième puissance de 2π. Et B1, le coefficient suivant, c'est la même chose, le même coefficient B0 fois un quart de la courbure scalaire de la métrique de base. Ce qui peut donc vous permettre d'attraper, si la courbure scalaire de la métrique sur votre base vous intéresse, de l'attraper, de la réattraper comme ceci par des moyens, disons, plutôt qui viennent plutôt de la géométrie algébrique, puisque ce qu'on a fait ici, c'est de travailler sur les sections holomorphes d'un fibré. Voilà. Donc, ce qu'on retrouve un peu ici dans les commentaires. Alors, oui, là, ce que j'ai sur la paternité de ce résultat, bon, j'ai intitulé ça Mamarinescu 2007. Disons que sous cette forme, en effet, il date du. Alors, je ne sais plus si c'est dans un papier ou dans leur livre de 2007 de mes collaborateurs Maë Marinescu. Mais toujours est-il que l'étude des notes Bergman et ce type de résultat a une histoire beaucoup plus longue que ça. Et les pionniers un peu sont Tian et Bush en 90, avec ensuite des jalons extrêmement importants posés par Kathleen et Zelditch, chacun de leur côté à la fin des années 90 dans le cas compact. Et la liste est encore longue. Là, j'ai vraiment mis les plus grands noms, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces développements. Voilà. Alors, pour préciser un peu la motivation, ou en tout cas pour les conséquences qu'on peut tirer d'un tel résultat, c'est alors une algébrisation de la courbure scalaire, comme je le mentionnais précédemment. Et si vous revenez plutôt au point de vue que j'essayais de développer un peu plus tôt, à savoir celui des sections qui ne s'annulent pas là où la fonction de densité n'est pas nulle, vous voyez que de votre développement asymptotique, vous pouvez vraiment avoir des énoncés de positivité. Et donc savoir que vous avez des sections qui ne s'annulent pas et en travaillant un petit peu, savoir qu'elles prennent des valeurs quasi. Enfin, quantifier cette non-annulation. Et ça, c'est très précieux en géométrie complexe, puisque ça nous permet de. Il faut un peu plus, mais c'est une étape très importante dans la réalisation de plongements des variétés complexes dans des espaces projectifs de suffisamment grande dimension, ce qu'on appelle des plongements de Kodaira. Voilà. Donc, je vous donne un mot rapide sur la preuve quand même, parce que c'est quelque chose de. C'est quand même une partie de la contribution importante de Maë Marinescu, c'est leur méthode, je dirais, de démonstration de ce résultat. Et eux, ils travaillent, la manière dont ils travaillent consiste à localiser vraiment le problème, c'est-à-dire à prouver que une fois que vous avez fixé le point où vous travaillez, ou le compact où vous travaillez, ou par compacité, le point au voisinage duquel vous travaillez, la première étape de la preuve consiste à dire que le développement ne va dépendre que à des choses négligeables près, que de ce qui se passe au voisinage de votre point. C'est ce qu'on appelle l'étape de localisation. Et ensuite, comme tout votre développement ne dépend que de ce qui se passe au voisinage immédiat de votre point, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la géométrie un peu qu'il y a dans votre voisinage, la ramener sur un ouvert de CN, étendre tout ça de manière relativement triviale, et là, vous pouvez faire du calcul avec des techniques, ça n'a vraiment rien de trivial, c'est des techniques très poussées, mais techniques de changement d'échelle qui vont vous donner vos asymptotiques.
Les asymptotiques, vous les calculez dans Cn, mais vous avez démontré à l'étape précédente qu'elles étaient valables essentiellement en situation géométrique, et ainsi, vous avez votre développement. Voilà. Et si je reviens à mon énoncé rapidement, vous voyez que le développement, l'approximation que vous énoncez n'est valable que compact par compact. Autrement dit, vous n'avez pas une vue d'ensemble. Pendant que vous analysez ce qui se passe sur votre compact, vous ne savez pas du tout comment se comporte votre noyau de Bergman ou votre suite de noyaux de Bergman à l'infini de votre variété. Et c'est un peu pour affronter ce genre de problème délicat qu'on s'est lancé dans l'étude, disons, du cas le plus simple qui nous tombait sous la main, à savoir celui des surfaces de Riemann et pointées. Voilà. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Des questions? Tout va bien? Ok, donc allons-y. Pour les surfaces de Riemann et pointées. Alors, c'est un nom peut-être un peu pompeux pour des choses très simples. Hein. Ça va être des surfaces de Riemann compactifiables, donc des complémentaires de diviseurs comme ceci. Sigma, c'est la compactification privée du diviseur, hein, que je vais noter D pour la suite de l'exposé. Sur la surface ouverte, j'ai une forme de Keller lisse, comme ceci. Et de plus, sur la surface compacte, là c'est un petit point technique, mais je demande à ce que sur toute la surface compacte, j'ai un fibré en droite qui va venir avec une métrique hermitienne, L, qui ne sera définie, donc singulière, si on la voit sur toute la surface compacte. On peut la voir aussi comme définie en dehors des points du diviseur, qui va polariser la métrique de base. Donc, voilà. J'ai un fibré en droite hermitien comme ceci sur sigma, ma surface ouverte, sachant que le fibré en droite, lui, se prolonge à travers, comme en tant qu'objet géométrique complexe, se prolonge à travers les cusps, enfin les petits points du diviseur. Cette métrique H va être lisse en dehors de ces points, ne sera définie et lisse qu'en dehors de ces points, et polarisera, une fois de plus pour simplifier, la métrique keylérienne de la base. Voilà. Ça c'est quelque chose de très, très flexible. On va demander quand même un petit peu plus de rigidité enfin, un petit peu plus de structure pour préciser le cadre. Alors, ce qu'on demande de plus, c'est qu'on a une trivialisation au voisinage des points de notre diviseur. Donc, j'appelle VJ le voisinage de AJ, qui me donne une coordonnée AJ sur un petit disque de rayon R. Voilà, dans C. Et je demande à ce que dans une telle trivialisation, ma métrique H soit précisément donnée par une telle formule. Donc, vous voyez, on a bien une singularité de H quand on s'approche de AJ, puisque ça tend vers l'infini en le log de la coordonnée complexe, pour peu qu'elle soit bien choisie. Mais ceci, avec la relation de couplage que vous avez ici, la relation de polarisation, ça vous dit que ça vous fixe la géométrie à l'infini, enfin, près du diviseur de oméga sigma, puisque quand vous calculez la courbure de cette chose-là au voisinage de AJ, vous obtenez exactement que oméga sigma, dans la coordonnée de travail, ce n'est autre que la métrique cuspidale de Poincaré sur le disque pointé, donc qui confère une géométrie complète au disque pointé près de 0 et qui lui confère également un volume fini. Donc on aura exactement cette géométrie de disque pointé au voisinage de chacune de nos singularités, si on s'intéresse à la base. Ça. Donc, tout ceci peut apparaître comme une suite d'hypothèses un peu ad hoc et un peu rigide, mais il y a une classe d'exemples assez banale, disons, pour les gens qui s'intéressent aux surfaces de Riemann, qui vient de toute une classe d'exemples provenant de l'arithmétique, qui est décrite un peu sur cette page. Donc, si je résume un peu tout ceci, ça nous dit que si je me donne une surface de Riemann qui est un quotient du demi-plan de Poincaré, alors il va être équivalent pour ce quotient
soit d'être compactifiable de manière lisse par l'adjonction d'un nombre fini de points, soit que le pi1 du quotient soit exactement ce qu'on appelle un groupe fuchsien de première espèce, géométriquement fini et sans éléments elliptiques. Voilà. Et lorsqu'on est dans une de ces situations, eh bien, on a donc compactifiable par un nombre fini de points, ce cas-là, donc d'avoir un pi1 exactement comme il faut, ça peut se détecter de manière soit topologique avec ce genre d'équation une telle équation sur le genre de la surface compactifiée. Donc, par exemple, si vous travaillez sur une surface dont la compactification est P1, donc de genre 0, ça vous dit qu'il faut au moins 3 points de compactification si vous voulez être dans la situation favorable. Autrement dit, il faut enlever au moins 3 points à P1 si vous voulez être réalisable comme un quotient de H et réciproquement. Donc ça peut se voir de manière topologique ou encore de manière, disons, plutôt riemannienne, avec l'existence de métriques de Kähler-Einstein avec à courbure scalaire négative, ou encore du point de vue plus de la géométrie analytique complexe ou algébrique complexe, avec l'amplitude d'un certain fibré. Donc, voilà un peu le type de point, le type de surface de Riemann qui vont pouvoir nous intéresser. Et bon, si vous vous attachez une fois de plus à la caractérisation topologique, elle est très facile à réaliser puisque vous prenez une surface de Riemann compacte d'un certain genre, vous enlevez suffisamment de points pour avoir ici l'inégalité et vous êtes exactement dans la bonne situation. Ça vous donne exactement un quotient de H, quotient arithmétique de H qui va correspondre à notre situation, puisque alors vous aurez une métrique de Kähler-Einstein à courbure scalaire négative qui va exactement respecter les hypothèses précédentes. Voilà. Donc tout ça est un peu abstrait peut-être. Je vais peut-être concrétiser tout ça par l'exemple que je mentionnais précédemment, de P1 auquel j'ai enlevé 3 points. Voilà. Donc, j'ai mon P1 ici à droite auquel j'enlève les points 0, 1 et l'infini. Je peux le réaliser précisément comme le quotient du demi-plan de points carrés par ce qu'on appelle le sous-groupe de congruence principale de niveau 2 qui se réalise exactement comme ceci. Donc, tout ceci est très explicite et fort simple à calculer. Et vous avez précisément, dans ce cas, une surface de Riemann non compacte, compactifiable par l'adjonction de 3 points. Et en plus, quand vous utilisez cette construction, c'est ce que dit un peu la suite de la diapositive, vous avez tout un tas de métriques de structures naturelles, kählériennes, hermitiennes, naturelles, qui vont descendre de H vers votre surface épointée et qui vont conférer précisément la géométrie que je mentionnais plutôt à votre surface de Riemann non compacte. Là, tous ces objets là que j'ai pris soin d'écrire, qui ont l'air un peu abscons comme ceci, mais qui en fait sont des objets très, très, très simples dès qu'on est habitué à H et à ses quotients. Tout ceci descend, en tout cas dans le cas de l'exemple, parfaitement bien, et on retrouve exactement ce qu'il faut, en particulier les trivialisations qui vont faire fonctionner cette équation. Donc ça peut paraître rigide comme ceci, l'existence de ces trivialisations en tout cas, mais en fait, la théorie des surfaces de Riemann non compactes nous redonne bien l'existence de ces trivialisations et est illustrée par une grande gamme, une très grande gamme d'exemples. Voilà. C'est clair? Tout va bien? Oula. Allons-y. Donc, maintenant qu'on a fixé ce cadre des surfaces de Riemann pointées, si on en revient à notre problème de section holomorphe, eh bien,
avec la géométrie, donc métrique de base et métrique hermitienne, les géométries qu'on a choisies. On démontre assez facilement qu'on a un plongement des sections L2 holomorphes de LP restreint à sigma dans l'espace des sections holomorphes sur la variété compacte, où là, j'ai pu, ça c'est indépendant de la métrique hermitienne que je peux avoir envie de choisir d'une manière ou d'une autre. Section holomorphe sur un fibré sur une surface compacte, il n'y a aucun problème. Pas du tout besoin d'une structure hermitienne pour en parler. Donc on a un tel plongement, et si on travaille un petit peu plus, on a que les sections L2 sur la variété non compacte correspondent aux sections, tout ça en holomorphe, aux sections sur la variété compacte qui s'annulent au point à l'infini, donc au point de mon diviseur. Hein, et donc, en particulier, on n'a que cet espace H0 calculé dans L2 sur la variété non compacte va être de dimension finie, ce qui me permet d'écrire explicitement un noyau de Bergman comme ceci, et ici d'avoir une somme finie. Comme je sais que mes sections s'annulent vers le diviseur, j'ai une petite compétition avec la singularité de la métrique ici, mais la singularité de la métrique, c'est une puissance, c'est un logarithme avec une certaine puissance. Ça perd à tous les coups contre l'annulation des sections au point de mon diviseur, ce qui peut se résumer en disant que dans tous les cas, pour tout P, au moins P égale à 2, c'est un petit point technique, mon noyau de Bergman, enfin la fonction de densité de mon noyau de Bergman va s'annuler lorsque le point en lequel je la regarde s'approche du diviseur. Voilà. Mais si en revanche j'applique le théorème 0, alors là, il faudrait préciser qu'on respecte bien l'hypothèse de géométrie bornée, mais ça c'est vrai près des cusps, puisqu'on a une métrique de Kähler-Einstein. C'est vrai en dehors des cusps, il suffit de prendre C assez grand et donc on est bon. Donc ce que je dis, oui, c'est que nos surfaces de Riemann vérifient bien l'hypothèse de géométrie bornée du théorème 0 de Mae-Marinescu, et que donc on va avoir sur les compacts un développement asymptotique dont je peux écrire, par exemple, que je peux écrire de manière simplifiée, donc le développement asymptotique à l'ordre 1 ou 0 selon la normalisation qu'on choisit, de cette manière. Voilà. Donc là, j'ai pris il faudrait non, c'est exactement ça, pardon. Là, on a exactement ceci. Donc, en gros, une version normalisée de votre fonction de densité va tendre uniformément vers 1 sur chaque compact, alors que la même fonction normalisée, si vous la regardez à P fixé, près du diviseur, est tend vers 0. Donc d'un côté, on est presque égal à 1, de l'autre côté, on est égal à 0. Enfin, on est très proche de 0. Donc, il va se passer quelque chose entre le compact et le diviseur. Il y a une zone de transition entre les deux, puisqu'on a une compétition, on a un antagonisme entre ces deux comportements. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire vraiment, après avoir mis en évidence ce phénomène non trivial, c'est qu'est-ce qui se passe là, comment est-ce qu'on peut décrire tout ça. Et là, notre démarche, ça a été de reprendre un peu les deux étapes utilisées par Mae-Marinescu pour démontrer le théorème 0, à savoir localisation et calcul local. Alors, c'est pour ça que je vais énoncer d'abord des résultats vraiment de localisation qui vont dire que sur les voisinages sur des voisinages fixes qui ne vont pas dépendre de P, de la variable P, mon noyau de Bergman géométrique se comporte de manière très proche, de manière très similaire au noyau de Bergman modèle qui est celui du disque pointé. Là, rappelez-vous que c'est mon modèle géométrique près des singularités. Et ensuite, l'intérêt d'une telle localisation, c'est qu'on peut faire du calcul sur le modèle, puisqu'on a une formule relativement explicite, ce que je vais expliquer un peu par la suite. On n'aura pas vraiment tout à fait les mêmes techniques de calcul,
Il y aura du changement d'échelle et des choses comme ça, mais là, le modèle est fixe, disons, donc on va vraiment pouvoir travailler sur une formule semi-explicite, enfin relativement explicite, et comme ceci, voir ce qu'on peut dire quand P est grand. Voilà. Alors, le premier résultat, donc comme je vous disais, il s'agit de résultats de localisation. Vous voulez comparer votre noyau de Bergman géométrique, votre fonction densité géométrique BP sigma, à ce que vous obtiendriez avec le modèle sur le disque pointé. Donc là, pour préciser un peu le modèle, donc vous prenez votre disque pointé avec sa métrique cuspidale de Poincaré, là, donc avec une grande pointe près de zéro et un entonnoir de volume infini loin de zéro, enfin vers la frontière extérieure. Bon, mais comme on va surtout s'attacher à ce qui se passe près de zéro, le comportement de l'autre côté n'est pas très intéressant, pas plus pertinent que ça, mais bon, c'est le modèle classique. Voilà que vous polarisez par le fibré trivial avec cette métrique hermitienne-là. Donc, vous tordez la métrique hermitienne triviale par ce facteur par valeur absolue de log de z au carré. Hein, ça vous redonne exactement, ceci vous donne exactement une polarisation de la métrique de Poincaré. Et donc là, si vous travaillez avec les trivialisations que j'ai énoncées précédemment, bah, sur chaque voisinage fixé de chacune de vos singularités, donc des points du diviseur sur la surface non compacte, vous avez que la différence des noyaux de Bergman, calculée en norme à un ordre arbitraire, est arbitrairement petite en P. Voilà. Bon, évidemment, la constante dépend de l'ordre choisi, mais qu'en gros, on a que ces deux noyaux de Bergman coïncident à l'ordre P puissance moins l'infini, si on veut le dire de manière imagée. Et ceci est accentué par le fait qu'ici, vous pouvez même mettre un poids qui explose près du diviseur. Donc, cette différence est petite en P, et cette petitesse se mesure aussi avec un poids explosif en Z. Donc, vous pouvez mettre ce facteur log Z là, qui tend vers l'infini près du diviseur, et votre différence en P entre les deux noyaux de Bergman reste très petite en P. Voilà. Ce qui tient, ça par exemple, ça rend compte du fait que les deux noyaux de Bergman vont tendre vers 0 lorsque Z va tendre vers 0. Et on a un peu précisé le comportement. Voilà. Donc ça, c'est la version de comparaison du théorème de localisation qu'on a, parce qu'on fait la différence des noyaux de Bergman, mais la différence des noyaux, ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus, enfin tout le temps le plus les géomètres complexes. Et ce qu'on a voulu également établir, donc là on verra que c'est quelque chose de non trivial dans notre cadre, puisque le modèle ne va pas tendre uniformément vers une constante, enfin, le modèle normalisé ne va pas tendre uniformément vers une constante strictement positive, notamment à l'approche de zéro. Donc, on a voulu aussi établir en guise de comparaison une version quotient du théorème de localisation. Et là, donc, si vous regardez les choses à P fixé, vous savez que le quotient s'étend de manière lisse, hein, puisque tout se passe très bien au voisinage de la singularité. En revanche, comprendre ce qui se passe quand P est grand, c'était une autre... c'était pas une mince affaire. Et ce que dit ce théorème, c'est que essentiellement cette chose-là est de manière C infinie très proche de 1. Vous voyez, on enlève 1 et on calcule des dérivés. Et très proche, c'est quantifié à un ordre arbitraire, une puissance négative de P arbitraire. Voilà. Et ça, donc pourquoi je disais que c'est plutôt cette version-là qui va intéresser le géomètre, j'ai parlé de plongement de Kodaira tout à l'heure. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous avez vos plongements, les plongements de vos variétés keylériennes dans des grands projectifs, c'est de tirer en arrière les métriques de Fubini-Studi, et d'une certaine manière, cette opération va encoder le plongement et vous donner des renseignements géométriques sur la géométrie complexe de votre variété de départ.
Mais il se trouve que les plongements, et plus particulièrement les tirées en arrière des métriques de Fubini-Study, elles correspondent plutôt qu'au noyau de Bergman à leur logarithme. Et donc, si on veut comparer une différence si on veut comparer des plongements en comparant entre elles les tirées en arrière des métriques de Fubini-Study, ça revient à comparer une différence de logarithme, c'est-à-dire à comparer un quotient moins 1 comme ceci. Voilà. Donc, c'est exactement ce résultat-là qu'on va réinterpréter de manière géométrique pour avoir le théorème 3 qui nous dit que qu'on choisisse le plongement géométrique donné par les sections holomorphes ou le plongement modèle, disons, au voisinage d'une singularité, on obtiendra, et qu'on tire les métriques de Fubini-Study plus ou moins formelles obtenues ainsi, qu'on les tire en arrière. Alors la différence va s'écrire comme une forme lisse, exactement au voisinage de chaque singularité, dont le coefficient directeur ici sera quelque chose de très petit à tout ordre, pour simplifier. Donc en gros, le modèle nous donne quelque chose d'aussi bon, que la construction géométrique, et aussi bon étant entendu au même sens qu'on aurait dans la catégorie lisse, par exemple. Ce qui n'était pas gagné d'avance puisqu'on travaille avec des objets singuliers. Voilà. Et si j'en reviens rapidement à la petite formule que j'avais donnée au départ du calcul de BP en termes de sup de section normalisée, si de plus vous passez vous passez au sup sur toute votre surface, ça vous dit que le sup de votre noyau de Bergman, vous allez pouvoir le calculer très précisément. Il va s'écrire P sur 2pi. Alors là, j'ai mis le 3,5 en couleur, puisque ça, ce sera précisément ce qui se passe dans le cas où le diviseur n'est pas vide. On n'avait pas exclu des hypothèses. Dans le cas où le diviseur est vide, vous n'avez pas la puissance 3,5, vous avez puissance 1. Et là, c'est exactement le même sup, mais avec une puissance 3,5 qui va apparaître lorsque votre diviseur n'est pas vide. Donc, vous autorisez, vous avez vraiment des cusps comme ceci. Et donc, si vous vous rappelez un peu la gamme d'exemples arithmétiques que j'avais développé, j'avais mentionné tout à l'heure, ça correspond à avoir le diviseur non vide, ça correspond à avoir un groupe qui quotiente. Alors, c'est pas non compact, c'est non co-compact, une petite coquille, pardon. Ça correspond exactement à avoir cette quantité qui vaut P sur 2. Il y a un petit changement entre P et 2P, qui est donné comme ceci par P sur pi puissance 3,5, où ici on s'intéresse à des fonctions holomorphes F qui vont tomber dans la catégorie des formes modulaires paraboliques de poids de P, donc quelque chose qui intéresse également les arithméticiens. Donc par exemple, oui, c'est un tel résultat, c'est toute une série de travaux qui avaient un peu culminé avec les estimés de Friedman, Jorgensen, Kramer au moment où nous on s'est intéressé, on a commencé ce travail. Donc eux avaient un grand taux de P puissance 3,5 et nous on a précisé exactement le coefficient et puis démontré que c'était pas juste une inégalité. Voilà. Alors pendant le temps qui reste, je vais rapidement essayer d'esquisser les preuves. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, oui, l'intérêt du théorème, si je veux établir ce résultat sur les estimés, d'après le théorème 0, je connais mon noyau de Bergman loin des singularités. Donc, si je le connais près des singularités, donc, je vais pouvoir trancher quant au sup du noyau de Bergman sur toute la variété et connaître mon noyau de Bergman près des singularités d'après le théorème de localisation, en tout cas la version différence, ça revient à bien connaître le modèle. Voilà. Et il se trouve que dans le cas modèle, si on fait les calculs, on y passe, c'est un petit exercice, ça revient essentiellement à utiliser la formule de récurrence sur la fonction gamma. On a exactement cette formule, alors qui est semi-explicite, qui est explicite, quel caractère explicite d'une série. Donc ça, c'est pas mal déjà pour confirmer un peu le théorème 0 sur le disque est pointé loin de la singularité cuspidale
et même arbitrairement près du bord extérieur en entonnoir, puisqu'on va avoir une convergence très rapide du noyau de Bergman vers cette constante. Enfin, si on normalisait le noyau de Bergman, on aurait convergence très rapide vers 1 moins 1 sur P divisé par 2pi, convergence exponentielle en P. Mais nous, bon, comme je disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe près, ce qui se passe près de z égale 0. Et donc là, pour bien voir ce qui se passe, le petit ingrédient de changement d'échelle, ça va consister à prendre comme variable cette puissance de z. Donc à poser x puissance p égale z au carré. On fait un petit changement d'indice ensuite sur le noyau de Bergman pour simplifier les calculs. Et ceci nous dit, si vous remplacez donc ici z au carré par x puissance p, et que vous faites le petit changement d'indice, que vous écrivez tout successivement, ça vous dit qu'une version normalisée de votre noyau de Bergman sur lequel que vous avez remis, qui a subi un changement d'échelle, ce n'est autre qu'une somme de gaussiennes centrée en ces points successifs, E puissance moins 1 sur L et de hauteur successive 1 sur L. Donc là, un dessin sera sans doute bienvenu. Et voilà, donc ce que vous avez comme ceci des suites de gaussiennes de hauteur 1, 1 demi, 1 tiers, etc., centrées en exponentielle moins 1, exponentielle moins 1 demi, exponentielle moins 1 tiers, etc. Donc ces sommes vont finir par s'amalgamer, puisque oui, là, comme vous voyez à droite, on a des petits plateaux qui rendent compte du fait qu'on a une convergence des noyaux de Bergman sur les compacts, convergence uniforme. Donc là, j'ai rééchelonné, c'est pour ça que les plateaux sont de plus en plus bas. Et j'ai normalisé, donc les plateaux sont de plus en plus bas. On a en quelque sorte zoomé vers 0, ce qui fait que les plateaux sont de plus en plus à droite. Mais ce qui se passe à droite est la traduction précise de la convergence uniforme, de l'énoncé de convergence uniforme. En revanche, ce qui se passe plus à gauche, ça va nous donner vraiment un comportement, ça va nous donner le comportement limite modèle de nos noyaux de Bergman, à savoir ce comportement en somme de fonctions gaussiennes. Et vous voyez apparaître sur cette suite de graphes qu'on a vraiment des creux de plus en plus profonds entre les pics, ce qui veut dire qu'il y a vraiment des régions où les noyaux de Bergman prennent des valeurs très petites. C'est pour ça que la version quotient du résultat de localisation est très non triviale, si je peux me permettre de dire ça comme ça, puisque ce que vous avez en dénominateur de votre quotient ici prend des valeurs vraiment minuscules comparées à l'ordre de grandeur auquel vous travaillez. Donc là, on a rééchelonné les choses pour avoir des subs de l'ordre de 1 et on a des valeurs ici qui prennent des valeurs exponentiellement petites en P dans les creux. Voilà. Mais si on en revient à notre problème de sup, vous voyez que là, le sup de votre noyau de Bergman rééchelonné, c'est essentiellement 1, puisque ailleurs il est plus petit. Et ça, c'est bien atteint près de la singularité, ce qui voudra dire que BP atteint son sup très près de la singularité, que ce sup vaut essentiellement P sur 2pi puissance 3 demi, ce qui permet ensuite, par le théorème de localisation, de transporter ce résultat en situation géométrique, donc sur les noyaux de Bergman, des variétés des surfaces de Riemann non compactes. Voilà. Alors, Hugues, dans le graphe, est-ce que oui, le graphe touche 0 ou c'est toujours strictement positif? Non, c'est toujours strictement positif, mais c'est vraiment, ça touche 0 vraiment au point 0. Au point 0, voilà, ça touche 0. Sinon, c'est toujours strictement positif, mais c'est vraiment très très petit aussi. Si c'est des gaussiennes, donc là vous avez une somme de queues de gaussiennes et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment minuscule. Bon, ça finit par s'amalgamer, etc. Et hop, on finit par rattraper un plateau à droite. Mais sinon, par exemple, entre les deux premiers pics, vous avez vraiment des valeurs infimes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a fallu un peu lutter pour la version quotient du résultat.
Bon, là, je passe sur la traduction géométrique, c'est des choses très classiques. Et donc, je vais préciser un peu la manière dont on peut établir les résultats de localisation, hein, puisque c'est un peu le nœud technique de notre travail. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est reprendre la technologie Mamarinescu brevetée dans le cas compact, mais cette fois-ci, on l'a, au lieu de la centrer en un point de la variété et un point lisse de la variété et d'utiliser la donnée géométrique au voisinage de ce point, ce qu'on a fait, c'est on a pris comme point de travail la singularité et on a vraiment réutilisé, mais à frais assez élevés, toute cette technologie en la singularité. Bon, il faut savoir que ces techniques sont basées sur deux propriétés assez fondamentales, à savoir la vitesse de propagation finie pour les équations des ondes associées au Laplacien de Kodaira. Donc, bon, je ne précise pas ce que sont exactement ces Laplaciens, mais il faut avoir en tête juste que ils vont être les opérateurs, ça va être des opérateurs type Laplacien, qui vont détecter les sections holomorphes. C'est pour ça qu'ils interviennent ici. Hein, puisque je vous rappelle qu'on travaille essentiellement sur des sections holomorphes. Voilà, donc ces sections, ces Laplaciens, les équations des ondes associées, présentent une vitesse de propagation finie. Et de plus, grâce à l'hypothèse de géométrie bornée, ces Laplaciens vont aussi présenter une propriété de trou spectral qui consiste à dire que le spectre strictement positif va s'éloigner avec P. P, c'était la puissance de mon Fourier, va s'éloigner de 0, qui sera toujours une valeur, qui sera la valeur propre associée aux sections holomorphes. Hein. Donc, qui figurera toujours bien dans le spectre, mais le reste du spectre, lui, va s'éloigner, il me semble, en racine de P, à vitesse racine de P du 0. Et ça, c'est vraiment crucial pour avoir vraiment ces énoncés de localisation en puissance de P arbitraire. Voilà. Donc, quand on travaille comme ceci, de manière un peu, quand on fait la traduction immédiate, on obtient d'abord l'estimé voulu, mais avec une sorte de catastrophe spatiale, puisque ici, on a un delta qui est négatif alors qu'on le veut positif. Ce qui fait que, en fait, si vous mettez ce terme-là à droite de votre inégalité, vous avez certes un énoncé uniforme sur toute la variété avec P qui tend vers l'infini, mais vous êtes petit en P, mais vous pouvez exploser près de chacune des singularités. Donc, ce n'est pas encore tout à fait gagné, mais au moins on a un énoncé qui est valable sur toute la variété pour P tendant vers l'infini. Et ensuite, on transforme delta plus petit que moins 1,5 en delta strictement positif à l'aide de l'holomorphie des sections et plus précisément en utilisant un des noyaux des principes du maximum bien sensibles. Voilà, donc là, il y a un caractère un petit peu astucieux à la conclusion, mais tout ça marche bien. Voilà. Et juste une dernière minute pour conclure. Pour passer de la forme différence à la forme quotient. Là, les techniques vont être assez... il va falloir encore un peu changer le fusil d'épaule. Donc, ce qu'on fait quand on regarde le quotient, on sait qu'on a convergence uniforme vers 1 essentiellement sur les versions normalisées des noyaux de Bergman, loin des singularités. Donc ça, pas de problème, on peut échanger quotient et différence. On va donc se restreindre à des couronnes petites près du diviseur. Et ce qu'on peut faire, si on regarde bien les énoncés, c'est on peut prendre des couronnes de plus en plus petites. On n'est pas obligé de prendre juste un voisinage fixe. Et quand on analyse ce qui se passe sur ces domaines, on voit que le noyau de Bergman modèle, sa valeur sera essentiellement dépendre des... on utilise toutes les puissances de Z pour calculer BP de D étoile, mais en fait, il suffit d'avoir les delta P premières, avec delta une certaine quantité affine en P, pour avoir vraiment une très bonne approximation de notre noyau modèle.
Et il se trouve que la même chose va être vraie pour le noyau géométrique. Donc, on ne va pas avoir besoin de toutes les sections holomorphes. On va avoir besoin de suffisamment de sections qu'on pourra comprendre comme les premières sections si on fixe la singularité de travail. Donc, ce que vous faites, c'est vous prenez vos puissances intéressantes, là, les puissances qui contribuent réellement à votre modèle. Vous les ramenez sur votre variété, vous les tronquez, vous les corrigez en sections holomorphes. Et en prenant la somme des normes au carré de ces choses-là, ça vous redonne encore une très bonne approximation de votre BP, de votre noyau de Bergman de sigma. Et ces deux approximations-là vont être suffisamment bonnes pour que le quotient ici, le quotient des approximations soit une excellente approximation du quotient. Or, le quotient des approximations est très proche de 1 et donc ça vous permet de conclure de cette manière. Voilà, donc ça, c'est ce que vous faites à l'ordre 0. C'est essentiellement la même chose, mais qu'on fait à l'ordre quand on veut gagner des dérivés. Mais il va falloir ruser un peu et jouer pas mal sur les paramètres. Donc ici, sur les paramètres qui vous définissent vos couronnes C et A, et aussi sur les delta P sections que vous allez garder pour calculer votre approximation. Plus vous poussez l'ordre de dérivation, plus vous allez travailler sur des couronnes qui se resserrent vite autour de 0, et moins de sections, plus vous allez être drastique dans la sélection des sections qui vont intervenir dans le calcul des approximations. Et voilà. Donc là, je m'arrête là. Je vous ai à peu près décrit comment établir le théorème 2. Je vous remercie pour votre attention. Merci Hugues. Tout d'abord. Mais je pense qu'on va avoir des questions. J'ai une première question. Qu'est-ce que donne Isebourg, Riemann-Rohr dans ce cas? Alors, dans la mesure je ne connais pas trop comment ça marche dans le cas. Là, il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent parce que, on travaille avec un fibré ample sur une variété compacte en fait. Notre fibré, il se prolonge à travers les singularités et on peut démontrer qu'il est ample sur la variété compacte. Donc, on va avoir le développement. Donc, ce que tu dis, c'est que le H02 est égal au H0 sur la variété. Pas tout à fait. Je dis que donc, le H0 sur la variété, lui, il se calcule de manière classique. Oui. Et puis ensuite, tu as une équation par Kussmann. Donc, ça va juste enlever 1 à la dimension à chaque Kussmann. D'accord. Donc tu connais exactement la formule, ce que vaut H02 de sigma de LP. C'est ça, oui. Est-ce que c'est clair qu'il y a ces puissances, c'est ça qui est surprenant, c'est P puissance 3,5. Est-ce qu'on pouvait le déduire de la géométrie algébrique comme on peut le faire dans le cas compact? Non, moi le 3,5, je ne comprends pas d'où il vient. On ne peut pas le voir il n'y a pas de formule type. Parce que dans le cas, tu connais bien, le cas compact, Riemann et Riemann-Rohr, on voit bien que ça grandit en P puissance n. Donc là on ne peut pas voir ça. Non. Moi, c'est un truc qui me frappe à chaque fois que j'en parle, mais d'avoir ce même coefficient, mais avec une puissance qui peut se comprendre comme une demi-dimension complexe. Ça, j'ai toujours pas d'interprétation. Je sais pas, je constate, hein, je fais le calcul sur le modèle et hop, il y a P puissance 3,5 qui sort, mais j'ai pas d'interprétation profonde. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a forcément quelque chose, mais je sais pas d'où ça sort. Je sais pas si ça vient de l'analyse vraiment ou de la géométrie. Et une autre question que j'ai, c'est que tout ce que tu as raconté, ça passe, le théorème 1, etc., le théorème d'approximation, au cas noyau de la chaleur,
qui est donc un peu plus général que juste Noël Berman? Euh, Ou c'est la même, enfin, je veux dire, c'est une conséquence de la technologie que vous mettez en place ou pas du tout? Il faudrait vraiment travailler pour. je pense qu'il faudrait quand même travailler un peu. Là, on n'utilise pas le lien entre Noël Bergman et Noël de la Chaleur. On, on fait vraiment ouais. On utilise juste la propriété d'autosimilarité du Noël Bergman dans la mécanique. Puis hop, on travaille vraiment avec l'équation des ondes. Donc, tu sais pas si ça marcherait pour le Non, mettre de bah, la chaleur à temps fini, toi. Non, bah, c'est pas, je pense pas que ce soit délirant, hein, mais en tout cas, c'est pas une conséquence. D'accord, l'idée de la technologie que vous avez mise en place, d'accord. Ok. Ouais. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres questions, ou des remarques pour certains d'entre vous. Je me demande, est-ce qu'en dimension plus grande,